C'est en septembre 2019 que je vous parlais de la première saison de Carnival Row sur cette chaîne, sachant que je vous mettrai le lien à disposition en description, si je n'oublie pas. Carnival Row est une série qui vaut notamment pour la grande originalité de son univers, à la limite entre fantasy et fantastique, entre gaslight et épouvante pseudo-victorienne. On se situe dans un genre qui n'a pas vraiment d'équivalent sur petit écran. Sachez que cette vidéo est sponsorisée par Prime Video, la plateforme qui diffuse la série, mais je garde toute liberté critique bien sûr, et d'ailleurs, il est certain que j'ai trouvé à la saison 2 plus de défauts que ceux parmi vous qui l'auraient adoré de bout en bout. On en reparlera. Quoi qu'il en soit, la série et la saison ne laisseront personne indifférent, c'est déjà pas mal. Cette vidéo sera structurée très simplement avec une première partie sans spoiler et une seconde avec, selon que vous ayez déjà vu cette saison ou pas. Pour rappel, on se situe dans un monde imaginaire inspiré de l'Europe de la fin du 19e siècle, qui a pour spécificité l'existence on ne peut plus concrète de différents peuples féeriques, sachant que dans la démocratie censitaire du Burg, qui n'est pas sans rappeler l'Angleterre, ces créatures cohabitent avec les humains tout en souffrant d'un fort ostracisme. Les êtres féeriques ont vu leur pays se faire envahir, colonisé par les humains, et la plupart ont migré vers les nations humaines par besoin ou contrainte, au mieux pour y servir de main-d'œuvre bon marché. Si ce contexte vous rappelle des événements bien réels, c'est évidemment volontaire puisque la critique politico-sociale est clairement une thématique forte et transversale des deux saisons de la série. Au centre de cette histoire, on retrouve un élément très classique, une histoire d'amour plus ou moins interdite et mal vue entre un humain et un être féerique. C'est même un élément doublement central au travers de deux histoires suivies en parallèle. Inégalité sociale, racisme, instrumentalisation politique des minorités, place de la femme dans la société et dérive des régimes et des tentatives de révolution, le spectre des thématiques saisies par la série est assez large pour des résultats plus ou moins heureux, mais j'y reviendrai plus en détail. Pour en venir aux forces et faiblesses de cette série et plus particulièrement de cette saison 2, je commence par ce qui saute aux yeux et devrait faire plus ou moins l'unanimité, à savoir une qualité de production indéniable. La série bénéficie apparemment de moyens considérables qui se retrouvent notamment dans les décors, en particulier ce fameux quartier, le Carnival Row, qui donne à l'œuvre son titre. Il n'y a pas que les décors, mais aussi les costumes, convaincants pour la plupart, ainsi que les nombreuses et indispensables prothèses pour peupler ce quartier empli de créatures féeriques aux apparences très diverses, entre les fées ailées, les faunes cornues, les rares centaures, les massifs trolls, les effrayantes harpies, les minuscules kobolds et j'en passe. Cette qualité se retrouve dans le design des créatures horrifiques. On en trouve deux en principal, une dans chaque saison, et si les deux ont des allures Lovecraftiennes susceptibles de vous donner des cauchemars, je dirais que celle de la deuxième saison, le Sparas, remporte clairement la palme. Quoi qu'il en soit, cet ensemble de qualités visuelles et d'attention aux détails a pour effet de poser une ambiance, de donner du corps à cette réalité alternative et de nous emporter dans cette proposition pourtant très ambitieuse. Je n'en dirai pas autant malheureusement de l'interprétation assez inégale, mais patientez encore un peu, j'ai encore du bien à dire sur l'originalité de cet univers avant de parler des acteurs principaux. Tout part d'un script de long métrage, celui de Travis Beacham, l'homme qui a imaginé Pacific Rim. D'ailleurs, l'idée était initialement d'en faire un film de Guillermo del Toro, mais cela n'a pas pu aboutir et s'est transformé en cette série, et c'est plutôt pas mal. Mais il faut dire que cela fait du bien de voir aboutir une vision de créateur pour petit ou grand écran qui ne soit pas une adaptation ou un reboot. Alors je sais que j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais ça n'en rend pas moins vrai ce besoin de prise de risque et d'originalité dans les productions à petit comme à grand budget, mais à vrai dire surtout à grand budget. Quand on apprécie les œuvres de l'imaginaire et les propositions d'autres mondes, la simple existence de Carnival Row et ses qualités esthétiques en font déjà une forme de réussite et je pense que la série mérite qu'on lui donne sa chance sur cette base. J'évoquais un univers à la limite entre fantasy et fantastique car, pour rappel, la définition de la fantasy, c'est que la réalité des éléments magiques ou surnaturels est connue et acceptée par la plupart des habitants du monde en question. Dans le cas de Carnival Row, on est sur le fil puisque les créatures féeriques sont bel et bien connues de tous forcément, mais il n'en va pas de même pour leurs traditions et pratiques magiques qui restent extrêmement rares, obscures et méconnues.
A contrario, dans un univers fantastique, le surnaturel va souvent être source de frayeur comme de remise en cause d'un quotidien établi, et c'est plutôt cette version qui s'exprime dans Carnival Row pour ce qui concerne la magie. Cela va de pair avec une approche parfois qualifiée de néo-noir, notamment autour de la figure de l'enquêteur taciturne et dur à cuire, à cheval entre deux mondes, incarné ici par Orlando Bloom dans le rôle de Rycroft Philostrate. En termes de réalisation, de lumière ou encore d'effets, d'angoisse ou de paranoïa, je ne pense pas que Carnival Row puisse être sérieusement considéré comme néo-noir, mais bon, on a bien la notion d'une ligne difficile à tracer entre les bons et les mauvais, et c'est un spectre qui va aussi servir à explorer des questionnements plus sociaux que psychologiques, contrairement au film noir où c'est nettement plus psychologique. De ce point de vue, j'avais été plutôt convaincu par Orlando Bloom en première saison, sachant que j'ai toujours trouvé cet acteur relativement transparent et quelconque auparavant, oui, y compris en Legolas. Malheureusement, en saison 2, il s'enferme dans une caricature ou pas loin de son personnage, à tel point qu'on a des impressions de déjà-vu dès qu'on le voit marcher dans une rue en jouant des épaules carrées en avant dans son manteau sombre, en tirant une tronche pas possible. Je pense qu'en cela, il n'est pas aidé aussi bien par la direction d'acteurs aux abonnés absents que par le script qui va le cantonner à une ou deux humeurs maximum durant toute la saison, ce qui ne lui laisse que bien peu de matière pour s'exprimer. Dans une séquence en particulier, le héros va être confronté à sa conscience en quelque sorte, et c'est franchement mauvais malheureusement. Déjà, ça ne sort de nulle part, c'est cliché au possible, et on a des effets de réalisation bien trop appuyés sans aboutir à rien au final en termes d'évolution du personnage. L'autre personnage principal, c'est Vignette Stonemoss, une fée incarnée par Cara Delevingne. Que dire ici sinon que l'écriture du personnage la rend déjà difficilement supportable. Les deux caractéristiques principales de Vignette sont l'indécision et la révolte, un cocktail pour le moins explosif pour ce qui est de se créer des ennuis déjà, et aussi de décevoir son entourage. Et puis dans le seul petit détail un peu raté des costumes, on peut souligner que la perruque n'aide pas non plus des masses, et que Cara Delevingne tombe rapidement dans la mono-expression que je reprochais déjà à l'instant à Orlando Bloom. Cet aspect est regrettable d'autant qu'il vient un peu nuire à l'ambition affichée par le script. En effet, l'objectif ici consiste à dépeindre une véritable fresque fantastique et sociale en mêlant destinées individuelles, romantiques et trajectoires collectives, plus ou moins tragiques et épiques. On s'éloigne des enjeux de simple romance et d'obsession pour son nombril pour embrasser des questions de moralité et la remise en cause de systèmes de pouvoir et d'oppression auprès des plus pauvres, des femmes et bien sûr des êtres féeriques qui représentent les minorités ethniques. Si vous désespérez du tableau un peu morose que j'ai dressé des prestations d'Orlando Bloom et Cara Delevingne, sachez que les rôles secondaires sont dans l'ensemble nettement plus attachants et intéressants. Je pense bien sûr à Agreus et Imogen, deux personnages qui nous embarquent dans leur propre voyage inattendu. Le côté peste insupportable de la haute bourgeoisie reste puissant chez Imogen, tandis qu'on a encore et toujours envie d'arracher la fausse moustache d'Agreus, mais dans l'ensemble, ces deux personnages et acteurs offrent une trajectoire et des performances nettement plus intéressantes que Philo et Vignette. On a aussi Darius, le Maroc, lycanthrope en gros, mais le personnage reste plus décoratif qu'autre chose. Je pense enfin et surtout à Tourmaline qui prend encore de l'importance entre la première et la deuxième saison, jusqu'à s'imposer comme le personnage principal qu'on aurait voulu, du moins de mon point de vue bien sûr. Tourmaline, la fée et l'amie de Vignette, se retrouvent liés à des questions de magie qui sont aussi inquiétantes qu'excitantes et qu'on aurait aimé voir prendre plus de place encore dans cette seconde saison. Voilà justement qui m'amène aux choix orientés vers le gore, l'horrifique, qui sont peut-être plus appuyés encore dans cette seconde saison que dans la première, et ça fonctionne plutôt bien. L'aspect magie noire, vision et créatures horribles fonctionne tellement bien qu'on aimerait en voir davantage, et peut-être un peu moins des corbeaux de la révolte féerique. Concernant les aspects politiques et les complots, on a certains éléments qui peuvent surprendre, et notamment des retournements de situation dont la brutalité a pu me prendre au dépourvu et que j'ai plutôt apprécié. Et puis cette saison 2 introduit surtout une nouvelle force, une troisième force en quelque sorte, qui remet en cause le fragile équilibre entre le Burg et le Pacte, les deux grandes puissances humaines qui sont passées de la guerre à un armistice plus ou moins chaud.
Les jeux de pouvoir ne sont pas souvent marqués du sceau d'une grande subtilité, mais on a l'illustration de la coercition exercée par la sphère politique au service des pouvoirs économiques, les deux étant en collusion manifeste, ce qui, pour ne pas se voiler la face, correspond souvent à notre réalité, même si la notion du tous pourri est bien sûr une simplification extrême qui ne sert à rien. Avant d'en venir à la partie spoiler, mon conseil est donc de vous forger votre opinion sur cette série qui ne compte que 2 saisons et a le mérite de l'originalité et de l'ambition. Certains la tiennent même en très haute estime, je le sais, et disons que de mon côté j'y vois un divertissement imparfait mais appréciable. C'est disponible sur Prime Video. Donc à partir de maintenant, si vous êtes encore là, c'est que les spoilers sur la saison 2 et même son dénouement ne vous font pas peur, vous êtes prévenus. Je parlais des surprises dans le déroulement de l'intrigue, et je pensais notamment aux morts particulièrement horribles de Sophie Longerbane et Jonas Pierbreak. Franchement, la scène de l'exécution de Sophie sentait tellement le sauvetage in extremis auquel nous sommes habitués que son issue fatale m'a vraiment marqué. La mort de Jonah était nettement plus prévisible ensuite, mais pas moins atroce grâce au design franchement vicieux du Sparas, qui est quand même un des monstres les plus dérangeants et hideux que j'ai vu depuis longtemps sur écran. Dans les autres surprises bienvenues et inattendues, celle de la résolution des dynamiques amoureuses, puisqu'on évite à la fois le happy end pour Philo et Vignette, mais aussi le cliché du sacrifice de l'un des deux pour sauver l'autre. Vignette prend conscience que Philo et elle passent leur temps à se prendre la tête, et en choisissant finalement Tourmaline, elle tente de mettre un point final à sa girouétude chronique, et de rien au passage pour ce néologisme fabuleux. Il faut dire que la saison 2, tout comme les personnages, au fond, ne laisse absolument aucune chance au couple de Philo et Vignette, qui ne se préoccupent l'un de l'autre qu'en cas de danger de mort. C'est un peu le strict minimum. On peut sans doute mettre au rayon des déceptions cette manie qu'est la saison de répéter les scènes et situations entre les anciens amants, dont les mesures les plus drastiques consistent apparemment à boire de l'alcool avec un air abattu et tourmenté. Tantôt, Philo va se lancer dans une bagarre parce qu'il aime se prendre des coups, de toute évidence. Tantôt, Vignette va aider les corbeaux, mais en fait pas trop parce que la violence, et puis en fait si, et puis non. Heureusement, les enjeux plus larges restent appréciables et le mystère de l'identité du Sparas parvient aussi à tenir en haleine. Alors c'est vrai, on manque sans doute d'un véritable travail d'enquêteur et d'une révélation passant par la déduction plutôt que par la magie, mais bon, étant totalement pro-Tourmaline, vous l'aurez compris, j'ai trouvé agréable qu'elle se retrouve ainsi au centre de l'intrigue. Un mot maintenant sur la Nouvelle Aube, cette tentative de venir intégrer à l'histoire la menace révolutionnaire et l'impact du communisme sur les démocraties capitalistes et bourgeoises. Par certains aspects, j'ai trouvé que l'idée était bienvenue et intéressante, notamment pour rebattre les cartes et insuffler un nouveau dynamisme en seconde partie de seconde saison. Toutefois, dans la mise en scène elle-même, j'ai trouvé que les pseudo-accents russes, en VO du moins, décrédibilisaient assez nettement l'ensemble et que la vision proposée sombrait presque inévitablement dans le caricatural. Il y a pourtant des éléments qui fonctionnent, comme cet espoir initial qui semble sincère d'une vision politique qui a su dépasser le racisme institutionnalisé. De ce point de vue, l'ambiguïté de la Nouvelle Aube fonctionne plutôt bien. C'est plutôt quand il s'agit de révéler la brutalité meurtrière du nouveau système-régime qu'on tombe assez vite dans l'exagération. Alors oui, je sais bien que la réalité dépasse souvent la fiction, malheureusement, et que les crimes commis au nom du communisme sont indénombrables presque, mais bon, l'ensemble laisse une impression mi-figue mi-raisin, pour user d'une expression en avance sur son temps. On se retrouve au final avec un discours contre la discrimination, mais aussi contre la révolution, et plutôt en faveur d'une sorte de centrisme démocratique qui démontre pourtant son inefficacité et sa corruption durant tout le déroulement de la série. Ceci étant dit, je les voyais difficilement faire autrement, puisque la progression démocratique à petits pas reste dans les faits le moins mauvais des régimes, si on en croit les leçons à tirer de notre histoire. Les remises en question d'Agréus et Imogène face à ces idées sont plus intéressantes sans doute, et on constate que le vent de révolte et la soif de changement de la Nouvelle Aube ont au moins pour effet positif une véritable introspection, une remise en question personnelle et morale des deux personnages qui vont au sens propre comme au sens figuré tuer l'insupportable bourgeoisie guindée et aveugle qui leur pourrit la vie depuis le début. J'évoquais le final qui évite les clichés habituels pour les deux personnages principaux, et d'une certaine façon, il en est de même pour le dénouement politique.
Puisque non, le statut de fils caché de l'ancien dirigeant et de demi-fée de Philo ne fera pas de lui le prochain chancelier du Burg. Il va décliner la proposition et le final va sous-entendre que le futur politique se situerait plutôt du côté d'Agréus et Imogène. Ça c'est le côté appréciable, mais le revers de la médaille, c'est une fin qui arrive brutalement et une façon de clore certains points qui m'a donné l'impression que la nouvelle de la fin de la série serait potentiellement arrivée en cours de tournage ou au moins en cours d'écriture. Absolument rien ne permet d'expliquer comment Rycroft Philostrate se trouverait soudain accepté comme chancelier par les deux partis politiques en présence. Alors c'est vrai, il a tué le Sparas, mais bon, c'est pas suffisant. Rien non plus ne peut expliquer une soudaine amélioration des relations entre les humains et les êtres féeriques. On pourrait aussi parler de ce chef de police qui passe de l'ordure la plus abjecte à un type presque honorable sans qu'on comprenne vraiment son cheminement. Vous l'aurez compris, j'aurais aimé un peu plus de Sparas, de Marok et d'Aruspis, et un peu moins de Complotied et d'Orlando Bloom en chapeau melon qui tire la tronche, mais je ne boude pas pour autant mon plaisir. Carnival Row a des airs de ces univers persistants auxquels on croit et à partir desquels on imagine aisément d'autres directions et aventures. Alors pour ça, jouons peut-être au jeu de rôle Château Falkenstein par exemple, pour prolonger ce mélange improbable, mais si excitant pour l'imaginaire. Si cette vidéo vous a plu, faites une roulade, ou plutôt mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne, au choix. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!